Dans une salle d'audience froide et stérile, une femme nommée Eleanor Vance se tenait seule, face au visage narquois de l'homme qui lui avait promis l'éternité, avant de la rejeter comme un bibelot oublié. Son ex-mari, Marcus, et son avocat hors de prix la dépeignaient comme une femme désespérée et sans le sou, s'accrochant au reste d'un mariage raté. Il se moquait de sa robe usée, de son comportement discret et de sa demande humble d'un règlement équitable. Le public chuchotait et le juge semblait prêt à la renvoyer. Mais ce que personne dans cette salle ne savait, c'est qu'un secret enfoui depuis des décennies était sur le point d'éclater. Un secret lié à l'un des hommes les plus riches et les plus reclus du monde. Ils pensaient écraser une inconnue. Ils allaient bientôt découvrir qu'ils avaient provoqué un aïe-aïe. La salle d'audience était le théâtre d'une cruauté silencieuse, et Eleanor Vance était la star malgré elle de cette tragédie. L'air chargé de l'odeur du vieux papier et du café rassis lui semblait lourd dans les poumons. Chaque bruissement de bloc-notes, chaque murmure étouffé provenant de la galerie semblait amplifier son isolement. Elle était assise à la table des défendeurs, le dos droit comme un I, une posture qu'elle avait perfectionnée au fil des années en endurant des humiliations silencieuses, les mains serrées sur ses genoux, seul signe trahissant la tempête qui faisait rage en elle. De l'autre côté de la table, en bois poli, se trouvait Marcus Thorne, son ex-mari. Il n'était pas seulement un homme, il était le monument de sa propre réussite, vêtu d'un costume sur mesure qui coûtait probablement plus cher que toute la garde-robe d'Elelanena au cours des 10 dernières années. À ses côtés, son avocat, un requin nommé M. Harrison, dégageait une aura de confiance prédatrice. Ils formaient un duo redoutable, chuchotant entre eux et lui lançant de temps à autre des regards suffisants et méprisants. Madame Vance, commença M. Harrison d'une voix suave comme une arme. Vous réclamez 50% des biens accumulés par M. Thorne au cours de vos 12 années de mariage. Est-ce exact? L'avocate d'Elelanena, une jeune avocate commise d'office sérieuse mais clairement dépassée, nommée Sarah Jenkins, lui fit signe de parler. Elelanena s'éclaircit la gorge d'un murmure à peine audible. Oui, c'est ce que prévoit la loi. Un murmure de rire condescendant s'éleva du côté de Marcus. Harrison sourit narquoisement. La loi prévoit une répartition juste et équitable, mademoiselle Vance. Ce que nous sommes ici pour déterminer, c'est ce que vous avez précisément contribué à l'accumulation de ces biens. Il laissa le mot « contribuer » flotter dans l'air chargé d'insinuations. Marcus avait lancé sa société de conseil en technologie, Thorne Innovations, 7 ans après leur mariage. Il avait toujours dit à Elelanena que c'était son entreprise, son génie. Elle avait occupé 2 emplois pendant ses premières années, serveuse le jour et femme de ménage la nuit, pour subvenir aux besoins de leur petit appartement, pendant qu'il poursuivait son rêve. Elle avait tapé ses propositions commerciales, lui avait préparé du café pour ses sessions de programmation tardive et avait été le pilier silencieux et solidaire sur lequel il avait bâti son empire. « J'ai soutenu mon mari », a déclaré Eleanor, sa voix gagnant un peu de force. « J'ai géré notre foyer, nos finances alors que nous n'avions presque rien, et j'ai travaillé pour payer nos factures afin qu'il puisse se concentrer entièrement sur son entreprise. » Harrison a émis un petit rire sec et dédaigneux. « Vous voulez dire que vous avez fait les tâches ménagères, mademoiselle Vance, une tâche domestique louable, mais sans intérêt. Mais Thor Innovation vaut aujourd'hui plus de 90 millions de dollars. Vous ne pouvez pas sérieusement vous attendre à ce que le tribunal croit que préparer un rôti et payer la facture d'électricité vous donne droit à 45 millions de dollars. » Le public a gloussé. Marcus s'est penché en arrière sur sa chaise, l'air fier d'avoir eu raison. Il a croisé son regard et a secoué légèrement la tête avec pitié, comme si sa demande était la chose la plus pathétique qu'il ait jamais vue. Ce regard était plus douloureux que toutes les piques verbales de Harrison. C'était le regard d'un homme qui l'avait complètement effacé de l'histoire de leur vie commune. « Votre honneur », poursuivit Harrison en se tournant vers le juge Albright, qui semblait s'ennuyer. « Mon client était un visionnaire. Il travaillait 100 heures par semaine. Il a obtenu les brevets, courtisé les investisseurs et bâti l'entreprise à partir de rien. Madame Vance, quant à elle, n'a pas de diplôme universitaire, ni de compétences professionnelles dignes de ce nom. Elle était femme au foyer, un rôle tout à fait respectable, mais qui ne génère pas une richesse de cette ampleur. » Sarah Jenkins se tenait debout.
le visage rouge d'indignation. Objection. Les contributions non financières de ma cliente ont été essentielles au succès de M. Thorne. La loi reconnaît cela comme un partenariat conjugal. Oui, mais soyons réalistes quant à l'ampleur. Harrison répliqua avec aisance, sans même attendre la décision du juge. Examinons votre situation actuelle, Mme Vance. Il prit un document. Vous résidez actuellement dans un appartement d'une chambre dans le sud de la ville. Vous travaillez comme assistante bibliothécaire à temps partiel. Votre revenu annuel est, si je lis bien, d'un peu moins de 24 000 $. Il fit une pause pour faire effet, laissant la disparité s'imposer. M. Thorne vous a gracieusement proposé un règlement unique de 250 000 $, une somme généreuse qui vous permettrait de recommencer à zéro, voire de suivre une partie des études que vous n'avez jamais poursuivies. Pourtant, vous l'avez refusé. Vous exigez une somme qui est franchement ridicule. Cela ne traduit pas un désir d'équité, mais une pure et simple cupidité. Eleanor sentit ses joues s'embraser d'une honte brûlante. Il la faisait passer pour une parasite, une escroque de bas étage. Elle regarda Marcus, espérant voir une lueur de l'homme qu'elle avait épousé, celui qui lui avait un jour murmuré qu'il formait une équipe, que son soutien était tout pour lui. Mais son regard était froid, distant. C'était un étranger. À côté de lui était assise sa nouvelle fiancée, Isabella, une jeune femme glamour vêtue d'un tailleur pantalon blanc impeccable. Ses cheveux blonds étaient parfaits, tout comme son expression, qui traduisait une supériorité ennuyée. Elle murmurait parfois quelque chose à l'oreille de Marcus, et il souriait. Ils formaient désormais une équipe. Eleanor n'était plus qu'un obstacle à éliminer. « Mance », dit le juge Albright d'une voix teintée d'impatience. « M. Harrison soulève un point convaincant. L'offre sur la table semble plus que raisonnable, compte tenu de votre implication limitée dans les opérations commerciales directes. Êtes-vous sûr de vouloir poursuivre cette action très ambitieuse? » Les paroles du juge étaient un signal clair. Il avait déjà pris sa décision. Elle était la pauvre ex-femme qui essayait de tirer profit de la situation. Ses contributions étaient invisibles, non quantifiables et donc sans valeur face à la fortune colossale de Marcus. Le monde semblait se rétrécir autour d'elle, les murs de la salle d'audience se refermaient sur elle. Le poids de leur jugement collectif lui pesait sur la poitrine, l'empêchant de respirer. Il la voyait comme une personne insignifiante, faible et sans importance. Un fantôme dont Marcus s'était déjà éloigné. Elle ouvrit la bouche pour défendre les 12 années qu'elle avait consacrées à leur mariage, mais les mots ne sortiront pas. Sa gorge était serrée par les larmes de rage et d'humiliation qu'elle retenait. À ce moment-là, en regardant les visages suffisants de Marcus et de son avocat, Eleanor se sentit complètement vaincue. Lorsque la pause déjeuner fut annoncée, Eleanor s'enfuit pratiquement de la salle d'audience, les échos de moquerie à peine voilés la suivant dans le couloir de marbre. Elle trouva un banc en bois isolé dans un couloir calme, la froideur du bois poli s'infiltrant à travers son blazer fin. Elle se sentait vide, comme une coquille vide de la femme qu'elle était autrefois. Tout ce qu'elle voulait, c'était ce qui était juste, ce qui lui était dû pour ses années de sacrifice. Mais dans leur monde de pouvoir et d'argent, la justice était un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre. Sarah, son avocate, la trouva quelques minutes plus tard, tenant 2 tasses de café tiède provenant du distributeur automatique du tribunal. Elle s'assit à côté d'Eleanor, dont l'optimisme juvénile était visiblement ébranlé. « Ne les laisse pas t'atteindre, Eleanor, » dit Sarah, bien que sa voix manquât de conviction. « Harrison est un tyran. C'est sa stratégie pour te faire sentir sans valeur afin que tu acceptes leur offre dérisoire. »« Ça marche, » murmura Eleanor. « Même le juge me regarde comme si j'étais quelque chose qu'il aurait gratté sur sa chaussure. Nous devons simplement prouver ta contribution. Il nous faut quelque chose de concret. As-tu déjà assisté à des réunions d'affaires? L'as-tu aidé à écrire le code source? Quelque chose de tangible? » Eleanor secoua la tête. Une nouvelle vague de désespoir l'envahit. Non, il disait toujours que je ne comprendrais pas. Il gardait cette partie de sa vie à l'écart. Il disait que c'était pour me protéger du stress. Elle comprenait maintenant qu'il ne la protégeait pas. Il l'excluait méthodiquement, l'effaçant de leur réussite bien avant même qu'elle ne soit écrite. Alors qu'elle était assise là, vaincue, son esprit vagabondait à la recherche d'une bouée de sauvetage. Elle repensa à son enfance, un passé dont elle parlait rarement.
Elle avait été élevée dans une série de familles d'accueil, une orpheline sans aucune information sur ses parents biologiques. Son dossier était mince, indiquant simplement que sa mère était décédée en couche et que son père était inconnu. C'était une existence impitoyable qui lui avait donné envie de la stabilité qu'elle pensait avoir trouvée avec Marcus. Sa main se posa sur un petit médaillon en argent tout simple qu'elle portait toujours. C'était la seule chose qu'elle avait de son passé, trouvé avec elle lorsqu'elle avait été abandonnée à l'hôpital alors qu'elle était bébé. Il était simple, sans ornement et sans valeur monétaire, mais c'était son seul lien tangible avec une histoire qu'elle n'avait jamais connue. Elle l'ouvrit, par habitude nerveuse. À l'intérieur se trouvait une petite photo noire et blanc défraîchie d'une jeune femme souriante. Sa mère, supposait-elle. De l'autre côté, glissé derrière la photo, se trouvait un minuscule morceau de papier plié. Il était là depuis aussi longtemps qu'elle se souvienne. Elle l'avait regardé des centaines de fois au fil des ans. Il portait un seul nom, écrit avec élégance. Alistair Finch. Ce nom ne lui disait rien. Elle avait essayé de le rechercher il y a des années, mais Alistair Finch donnait des milliers de résultats. C'était une impasse, un fantôme oublié. Ce n'était qu'un mystère de plus dans une vie qui en était remplie. Alors qu'elle s'apprêtait à refermer le médaillon, un homme vêtu d'un costume gris impeccablement taillé s'arrêta au bout du couloir. Ce n'était ni un avocat, ni un fonctionnaire de justice. Il portait une maillette en cuir coûteuse et se déplaçait avec une autorité tranquille qui semblait tout à fait déplacée dans ce tribunal austère. Il avait passé toute la matinée assis au fond de la salle, observant le procès avec un calme déconcertant. Ses yeux, vifs et intelligents, croisèrent ceux d'Eleanor pendant une fraction de seconde. Il n'y avait aucune pitié dans son regard, seulement une évaluation froide et calculatrice. Puis il se retourna et s'éloigna. Eleanor n'y prêta pas d'attention, le considérant comme un spectateur parmi d'autres du spectacle public que constituait le déroulement de sa vie. La séance de l'après-midi commença et elle fut encore plus brutale que celle du matin. Harrison appela à la barre un analyste financier qui démolit systématiquement toutes les revendications qu'Eleanor pouvait avoir sur la croissance de l'entreprise, présentant des graphiques et des chiffres qui la dépeignaient comme une nullité financière. Donc, selon votre avis d'expert, conclut Harrison, quelle a été la contribution financière directe de Mme Vance à l'évaluation de 90 millions de dollars de Thorne Innovations? L'analyste ajusta ses lunettes. Zéro, répondit-il, et ce mot résonna dans la salle d'audience silencieuse. Son nom n'apparaît sur aucun document constitutif, accord d'investissement ou dépôt de brevet. D'un point de vue purement financier et juridique, elle n'était pas impliquée. Marcus ne put réprimer un petit sourire triomphant. C'était fini. Eleanor le savait. Sarah le savait. Le juge rédigeait déjà mentalement son jugement. Sarah se leva pour un dernier contre-interrogatoire désespéré. Mais une entreprise ne se résume pas à des documents et des brevets, n'est-ce pas? Elle est construite par des personnes. Elle nécessite du temps. Du temps dont M. Thorne disposait en abondance, car ma cliente était à la maison, créant un environnement qui lui permettait de travailler sans distraction. Un sentiment noble, dit l'analyste avec condescendance, mais qui n'a pas sa place dans un bilan. Vaincue, Sarah s'assit. Le juge Albright s'éclaircit la gorge, prêt à rendre son verdict. Au vu des preuves présentées, la cour est encline à... Il fut interrompu par une agitation soudaine à l'arrière de la salle d'audience. Les lourdes portes en chêne s'ouvrirent et l'homme en costume gris entra d'un pas décidé. Il n'était pas seul. Il était suivi de deux autres personnes qui ressemblaient davantage à des gardes du corps d'entreprise qu'à des assistants juridiques. « Votre honneur, veuillez pardonner cette interruption », dit l'homme d'une voix calme mais sonore, qui imposait immédiatement le respect. « Je m'appelle Julian Croft. Je suis avocat principal chez Finch Global Enterprises. Je suis ici pour une affaire extrêmement urgente qui concerne directement la défenderesse, Mme Eleanor Vance. » Un murmure parcourut la salle d'audience. Finch Global Enterprises n'était pas une simple entreprise. C'était un conglomérat légendaire pesant plusieurs milliards de dollars, présent aux quatre coins du monde. Il appartenait au milliardaire le plus insaisissable et le plus puissant de la planète. Un homme si discret qu'il n'avait pas été photographié depuis plus de 30 ans, Alistair Finch. Le cœur d'Eleanor s'arrêta de battre. Elle entendit ce nom et son sang se glaça. Alistair Finch, le nom inscrit sur son médaillon.
Le juge Albright, visiblement déconcerté par cette intrusion inattendue et très médiatisée, balbutia. Monsieur Croft, il s'agit d'une procédure de divorce privé. Je ne vois pas ce que Finch Global pourrait bien avoir à faire ici. Le regard de Monsieur Croft était inflexible. Il ne regardait pas le juge, il regardait directement Elelanena, avec une expression étrange, presque révérencieuse sur le visage. Au contraire, votre honneur, dit-il d'une voix autoritaire. Nous pensons que les véritables actifs de Madame Vance ont été grossièrement, et je dis bien grossièrement, sous-estimés. Marcus et Harrison échangèrent des regards confus et irrités. Qu'est-ce que c'était que cette absurdité? Une sorte de coup médiatique? Harrison se leva. Objection, votre honneur, c'est une interruption scandaleuse. Cet homme n'a rien à faire ici. Monsieur Croft haussa simplement un sourcil. Oh, je crois que si, dit-il en ouvrant sa maillette. Il en sortit un seul document épais relié en cuir. Je suis ici pour exécuter le testament légalement certifié et récemment mis à jour de mon employeur. Vous voyez, Monsieur Alistair Finch est décédé paisiblement dans son sommeil il y a 48 heures. Un murmure collectif parcourut la salle. La mort d'Alistair Finch ferait la une des journaux du monde entier. Monsieur Croft poursuivit d'une voix légèrement plus basse, tout en fixant d'un regard perçant Eleanor, stupéfaite et tremblante. Il désigna l'unique bénéficiaire de sa fortune de 200 milliards de dollars, une personne qu'il recherchait depuis plus de 30 ans, son unique enfant, sa fille. Il fit un pas délibéré en avant, tendant le document. Une femme connue de cette cour sous le nom d'Eleanor Vance, mais connue de nous et du monde entier à partir de cet instant sous le nom d'Eleanor Annalise Finch. La salle d'audience, qui avait été remplie d'un faible murmure et du bruissement des papiers, tomba dans un silence si profond qu'il en était presque assourdissant. Le seul bruit était les battements frénétiques du cœur d'Elelanena, un tambour sauvage contre ses côtes. Elelanena Annalise Finch. Ce nom lui était étranger, une suite de syllabes qui semblaient appartenir à quelqu'un d'autre, à un personnage de roman ou de film. Pourtant, le nom inscrit sur son médaillon, le secret qu'elle avait gardé toute sa vie, était Alistair Finch. Cela ne pouvait pas être une coïncidence. C'était impossible. Le visage de Marcus était un masque d'incrédulité totale. Sa bouche était légèrement ouverte. Son attitude confiante s'effondrait comme si sa colonne vertébrale s'était transformée en gelée. Son avocat, M. Harrison, semblait tout aussi stupéfait, son esprit juridique aigu luttant visiblement pour assimiler l'événement sismique qui venait de se produire. Il regardait tour à tour la silhouette imposante de Julian Croft et Eleanor, comme s'il essayait de concilier l'image de la femme docile et sans le sou assise à la table des défendeurs avec le nom des héritiers les plus puissants de la planète. Le juge Albright, quant à lui, semblait avoir été frappé par la foudre. Il fixait M. Croft, puis le testament relié de cuir qu'il tenait dans sa main, son autorité judiciaire complètement usurpée. Monsieur Croft, êtes-vous certain qu'il s'agit d'une procédure hautement irrégulière? Je vous assure, votre honneur, que notre certitude est absolue, répondit Croft froidement, son sang-froid contrastant fortement avec les ondes de choc qui parcouraient la salle. Nous avons passé des décennies et dépensé des ressources considérables à rechercher Madame Finch. Nous avons des preuves ADN, des actes de naissance scellés par décision de justice et toute une correspondance entre M. Finch et sa fille perdue. Les preuves sont irréfutables. Il posa le testament sur le bureau du greffier d'un bruit sourd et définitif. Le testament d'Alistair Finch. Il désigne sa fille Eleanor Annalise Finch, née Eleanor Annalise Vance, comme seule héritière de sa succession, de ses propriétés, de ses entreprises et de toute sa fortune liquide. Le transfert des actifs est déjà en cours. Eleanor se sentit prise de vertige. Le monde basculait sur son axe. Son père, elle avait un père qui l'avait cherché toute sa vie. Elle avait cru qu'elle n'était qu'une note de bas de page indésirable dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Maintenant, elle était tout le livre. Le poids de cette révélation était à la fois écrasant, exaltant et terrifiant. Son esprit revint sur chaque anniversaire solitaire, chaque vacances passées dans des familles d'accueil, chaque moment où elle avait aspiré à un lien avec son passé. Il avait toujours été là, un trésor de 200 milliards de dollars qui n'attendait qu'à être découvert. C'est Marcus qui rompit le silence. Il se leva d'un bond, la voix étranglée, incrédule. « C'est fou,
C'est un piège. Elle n'est personne. J'ai été marié avec elle pendant 12 ans. Elle est assistante bibliothécaire, bon sang. Elle ne sait rien de rien. Sa panique était palpable. Il ne perdait pas seulement une dispute. Il voyait les fondations même de sa réalité s'effondrer. La femme qu'il avait considérée comme une simple femme au foyer était soudainement devenue la personne la plus riche qu'il ait jamais rencontrée, et de plusieurs milliers de fois. M. Harrison, reprenant ses esprits, tenta rapidement de renverser la situation. Votre honneur, cela ne change rien à la procédure. Cet héritage présumé est survenu après leur séparation. Il ne s'agit pas d'un bien matrimonial. L'offre de 250 000 de mon client tient toujours. Elle est même encore plus généreuse maintenant, car Mme Vance n'en a clairement plus besoin. Il essayait de sauver la situation pour la présenter comme une victoire. Mais sa voix était tendue, son air suffisant habituel remplacé par une énergie désespérée et frénétique. Julian Croft tourna lentement la tête vers Harrison, un sourire fin et humble illuminant ses lèvres. « Vous vous méprenez, maître. Je ne suis pas ici pour discuter de l'héritage de Mme Finch dans le cadre de ce divorce. Je suis ici pour discuter des biens qui lui appartenaient déjà pendant le mariage. » Une nouvelle vague de confusion balaya la pièce. « De quoi parlez-vous » demanda Marcus, la voix cassée. Les yeux de Croft brillèrent d'une froide précision. Bien que M. Finch n'ait pas réussi à localiser sa fille pendant de nombreuses années, il n'a jamais cessé de subvenir à ses besoins. Le jour de son 18e anniversaire, il a créé une fiducie sans droit d'ordre à son nom, la fiducie EAV. Depuis, il y a déposé des fonds à chaque anniversaire et à chaque fête importante. Le trust était géré par notre cabinet avec pour instruction de faire fructifier le capital jusqu'à ce qu'elle soit retrouvée. Il fit une pause pour laisser le temps à ses interlocuteurs d'assimiler l'information. Depuis ce matin, ces trusts aveugles appartiennent légalement à Eleanor Vance. Aujourd'hui, Finch, tout au long de ses 12 années de mariage avec M. Thorne, est évalué à environ 750 millions de dollars. Marcus poussa un cri étouffé. Harrison devint blanc comme un linge. 750 millions de dollars, un bien matrimonial, un bien dont Eleanor ignorait complètement l'existence, mais qui lui appartenait légalement. Les implications étaient claires et dévastatrices. Selon les lois mêmes de la répartition équitable, dont Harrison leur avait fait la leçon avec tant de suffisance, Marcus ne divorçait pas d'une pauvre assistante bibliothécaire. Il divorçait d'une femme qui, depuis 12 ans, était multimillionnaire. Et il n'avait légalement droit à rien, alors qu'elle avait droit à la moitié de sa société, évaluée à 90 millions de dollars. L'ironie était si forte qu'elle en était suffocante. Harrison, le maître des manœuvres juridiques, venait d'être mis échec et mat par un fantôme. « Vous voyez, maître, » poursuivit Croft d'une voix glaciale, « nous ne sommes pas ici pour demander davantage à M. Thorne. En fait, nous sommes ici pour lui faire une offre. » Il tourna son regard vers Eleanor, qui essayait encore d'assimiler l'énormité de ce qui se passait. Sa vie était en train d'être réécrite phrase après phrase sous ses yeux. Madame Finch-Croft dit d'un ton plus doux, empreint de respect. « Avec votre permission, nous aimerions retirer officiellement votre demande de 50% de Thorne Innovations. » Les yeux de Marcus s'écarquillèrent, animés d'un espoir désespéré. Était-il tiré d'affaire? « Et à la place, dit Croft en reportant son regard meurtrier sur Marcus, nous allons déposer une contre-demande. Nous exigerons 50% de tous les biens matrimoniaux. Cela inclut la société de M. Thorne d'une valeur de 90 millions de dollars et bien sûr le fonds fiduciaire de Mlle Finch d'une valeur de 750 millions de dollars. Nous estimons que la part juste et équitable de M. Thorne dans le patrimoine matrimonial total s'élève à environ 420 millions de dollars. Nous sommes prêts à lui faire un chèque dès aujourd'hui. » La salle explosa. Marcus Thorne, l'homme qui avait raillé sa femme parce qu'elle était pauvre, venait de se voir offrir une somme qui ferait de lui l'un des hommes les plus riches de la ville. Mais ce n'était pas une victoire. C'était l'humiliation ultime. Son empire de 90 millions de dollars n'était plus qu'une erreur d'arrondi dans les finances de son ex-femme. Il avait passé toute la journée à essayer de la dépouiller d'un règlement équitable pour finalement découvrir que c'était lui qui vivait dans l'ignorance, un porc marié à une princesse. Eleanor leva enfin les yeux et croisa le regard de Marcus. La peur, la confusion, la honte, tout avait disparu. À leur place, il y avait une force calme et tranquille
qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Le rapport de force n'avait pas seulement changé, il avait été anéanti. Elle le voyait tel qu'il était, un petit homme rendu temporairement grand par l'argent, désormais complètement éclipsé par un pouvoir qu'il ne pouvait comprendre. Le dévoilement de ses mensonges était complet. Le dévoilement de sa nouvelle vie venait de commencer. La suite immédiate dans la salle d'audience fut chaotique. Les journalistes qui couvraient paresseusement ce qu'ils pensaient être un divorce à mère ordinaire se précipitèrent, leur téléphone collé à l'oreille, pour annoncer les titres incroyables à leur rédacteur en chef. La mort d'Alistair Finch était une histoire monumentale. La découverte de son secret dans un tribunal provincial chargé des divorces était le genre de rebondissement sensationnel qui allait dominer l'actualité pendant des semaines. Le juge Albright, l'air complètement dépassé, ajourna précipitamment l'audience pour la journée, invoquant des circonstances extraordinaires et imprévues. Marcus était figé sur place, le visage d'une pâleur effrayante. Sa fiancée, Isabella, qui avait regardé Elelanena avec tant de dédain, la fixait maintenant avec un mélange de crainte et de terreur, comme si Elelanena s'était soudainement vue pousser des ailes et d'une auréole. Isabella commença lentement à éloigner sa chaise de Marcus, un geste silencieux et instinctif pour se distancier d'un homme dont le monde venait de s'effondrer. M. Harrison, d'ordinaire si éloquent et posé, balbutiait, essayant de formuler une série d'objections incohérentes que M. Croft balaya d'un revers de main avec un mépris sans effort. Votre client se voit offrir 420 millions de dollars. Maître, je lui conseillerais d'accepter avant que Mme Finch ne change d'avis. Eleanor fut escortée hors de la salle d'audience par l'équipe de sécurité de Croft, qui agit avec une efficacité rodée, la protégeant du barrage soudain des flashs des appareils photo et des questions criées. Ils ne la ramenèrent pas fuir dans le couloir terne où elle avait pleuré une heure auparavant, mais dans une salle privée réservée aux juges. À l'intérieur, Julian Croft l'attendait. « Mademoiselle Finch, dit-il d'une voix désormais douce, je sais que c'est beaucoup à digérer. Une voiture vous attend pour vous emmener où vous le souhaitez. Nous vous avons également réservé une suite au Grand Majestic Hotel sous un nom sécurisé. » Eleanor s'effondra dans un fauteuil en cuir moelleux, ses jambes cédant enfin. « Mon père, Alistair Finch. Pourquoi n'a-t-il pas? Pourquoi je ne savais pas? » L'attitude professionnelle de Croft s'adoucit, laissant entrevoir l'homme qui avait servi loyalement son employeur pendant des décennies. « Il a essayé, Eleyanena. Je vous le promets, il a essayé. » Il expliqua l'histoire en quelques mots, avec compassion. Sa mère, Annelise, était l'amour de la vie d'Alistair, une brillante historienne de l'art. Ils avaient gardé leur relation secrète, loin des regards indiscrets du monde qui suivait un homme de son rang. Annelise était morte des suites de complications lors de l'accouchement. Dans son chagrin, Alistair avait été trahi. Un parent éloigné et jaloux, à qui il avait confié le soin du bébé pendant qu'il s'occupait des funérailles, avait malicieusement remis le nourrisson Eleanor au système public, en disant à Alistair que l'enfant était également décédé. « Il a cru pendant 5 ans que tu étais mort, » dit Croft, la voix lourde du poids de cette vieille tragédie. Ce n'est que lorsque ce parent fit ses aveux sur son lit de mort qu'Alistair apprit la vérité. Tu étais en vie, mais tu t'étais perdu dans le système d'aide sociale à l'enfance. Ton nom avait changé. Il t'avait recherché depuis lors. Il avait dépensé des milliards dans cette recherche, engageant les meilleurs enquêteurs du monde. Mais tu avais déménagé tant de fois, et les archives de cette époque étaient incomplètes. Nous avons failli vous retrouver à plusieurs reprises, mais nous avions toujours un temps de retard. Des larmes coulaient sur le visage d'Eleanor, non pas de tristesse, mais d'un sentiment profond et bouleversant de connexion. Elle n'était pas un accident ou un désagrément. Elle était aimée. Elle avait été recherchée. Nous vous avons enfin retrouvé il y a 3 mois, a poursuivi Croft. Nous avons confirmé que c'était vous. Monsieur Finch était fou de joie. Il réfléchissait à la manière de t'aborder, de tout t'expliquer. Il ne voulait pas t'effrayer. Il était en phase terminale, Eleanor. Depuis un certain temps déjà. Il essayait de tenir le coup assez longtemps pour te rencontrer en personne. La voix de Croft se brisa légèrement. Je suis vraiment désolé. Son plus grand regret était de manquer de temps. Pendant ce temps, dans la salle d'audience désormais vide, Marcus sortit enfin de sa transe. Le choc s'estompait, remplacé par une rage venimeuse et glaciale. Elle savait. Il siffla à Harrison, d'une voix basse et dangereuse. «
Tout ce cinéma, la petite bibliothécaire timide, la victime. Elle savait depuis le début. Elle se jouait de moi. Marcus, c'est impossible, raisonna Harrison, bien qu'il transpirait à travers sa chemise coûteuse. Croft dit qu'il ne l'avait trouvée qu'il y a 3 mois. Il ne l'avait même pas encore contactée. Elle avait l'air aussi choquée que nous. Ne sois pas naïf, Marcus cracha, le visage déformé. C'est un piège. C'est sa vengeance, me faire passer pour un idiot, me faire miroiter cet argent, 400 millions de dollars. Elle veut que je lui tende la main. L'humiliation était un poison dans ses veines. Pendant 12 ans, il avait été le pourvoyeur, le génie, celui qui contrôlait tout. Il avait construit son identité sur la base de sa supériorité sur elle. La révélation qu'elle avait été secrètement plus riche et plus puissante que lui depuis toujours était une menace existentielle. Cela invalidait tout le récit de sa vie. « Nous allons nous battre », déclara Marcus, les yeux exorbités. « Peu importe ce qu'il en coûtera. Nous contestons le testament. Nous contestons la fiducie. Nous affirmons qu'elle a caché des actifs, qu'elle a commis une fraude, quelque chose. » Harrison regarda son client comme s'il avait perdu la tête. « Marcus, vous n'avez aucun fondement. On se moquerait de nous au tribunal. Ils ont des preuves ADN. C'est Finch Global. Leur équipe juridique pourrait acheter et vendre tout notre cabinet avant le petit déjeuner. On vient de vous offrir une somme d'argent qui changera votre vie. Acceptez la victoire. Ce n'est pas une victoire. » Marcus rugit en frappant du poing sur la table. « C'est une honte. J'ai bâti une entreprise de 90 millions de dollars de mes propres mains. Je ne serai pas réduit à une note de bas de page dans l'affaire caritative de mon ex-femme. » Son ego, fragile et gonflé, ne pouvait pas supporter le coup. Il ne pouvait pas accepter la réalité que son succès, qu'il avait si jalousement gardé, était désormais insignifiant. La rancœur s'enracinait, sombre et tortueuse. Il n'allait pas simplement prendre l'argent et s'en aller. Il allait essayer de la détruire. Il ne supportait pas l'idée qu'Elena Vance, la femme qu'il avait rejetée, le regardait désormais de haut depuis des sommets inimaginables. Il allait prouver qu'elle n'était pas digne de lui. Il allait la dénoncer comme une imposteur, même si cela signifiait se détruire lui-même dans le processus. Sa fierté, cette même fierté qui l'avait conduit au succès, le menait désormais sur le chemin de l'autodestruction. Il s'était moqué d'elle à cause de sa pauvreté. À présent, il la détestait à cause de sa richesse. Les jours qui suivirent furent flous pour Eleanor. Elle n'était plus seulement Elena Vance. Elle faisait la une des journaux. La Cendrillon milliardaire, les secrets, la femme la plus riche dont vous n'avez jamais entendu parler. Les paparazzis campaient devant le grand hôtel majestueux. Toutes les chaînes d'information diffusaient des profils spéculatifs, essayant de reconstituer la vie de la femme qui avait hérité du monde. Julian Croft et son équipe agirent comme un bouclier impénétrable. Ils s'occupèrent de la presse, gérèrent la logistique et commencèrent la tâche monumentale d'accompagner Elena à travers l'empire qui était désormais le sien. Son ampleur dépassait l'entendement. Finch Global n'était pas seulement une entreprise, c'était une entité souveraine. Elle comptait des divisions dans les domaines de la technologie, des énergies renouvelables, des produits pharmaceutiques et du transport maritime mondial. Elle employait plus d'1 demi-million de personnes dans le monde entier. Eleanor assistait à des réunions dans une immense suite penthouse qui servait de centre de commandement temporaire. Les membres du conseil d'administration, les chefs de division et les conseillers financiers, tous des personnalités puissantes et intimidantes, avaient été amenés par avion du monde entier pour rencontrer leurs nouvelles propriétaires. Ils parlaient d'acquisition, de capitalisation boursière et de rachat par endettement, un langage qui lui était complètement étranger. Elle écoutait en silence, le visage impassible, mais à l'intérieur, elle se noyait. Elle se sentait comme une imposteur, une assistante bibliothécaire à qui l'on avait accidentellement confié les clés d'un royaume qu'elle ne savait pas gouverner. Le poids de son nouveau nom, de sa nouvelle identité, lui semblait plus lourd que n'importe quelle couronne. Un soir, après une journée épuisante de 12 heures de briefing financier, Julian Croft la trouva debout près de la baie vitrée, contemplant le paysage urbain scintillant en contrebas. « C'est beaucoup à assimiler, » dit-il doucement. « J'ai l'impression que je vais tout gâcher, » avoua Eleanor d'une voix à peine audible. « Tout cela, tout ce qu'il a construit.
Je ne sais rien de la gestion d'une entreprise, encore moins de celle-ci. Il le savait. Croft dit, Alistair n'était pas un sentimental, Eleanor. C'était un pragmatique. Il ne t'a pas laissé sa fortune parce que tu étais sa fille. Il te l'a laissé parce qu'il croyait que tu avais le caractère nécessaire pour la gérer. Eleanor se détourna de la fenêtre, l'air sceptique. Quel caractère? Il ne me connaissait pas. Il en savait plus que vous ne le pensez, répondit Croft. Il désigna une grande caisse scellée dans un coin de la pièce. Il vous a laissé ça, ses effets personnels provenant de son bureau privé. Plus tard dans la nuit, seule, Eleanor ouvrit enfin la caisse. À l'intérieur, il n'y avait pas de dossiers professionnels, ni de trophées, mais des boîtes remplies de livres, de vieux disques vinyles et d'albums photos. Et au-dessus de tout cela se trouvait une série de gros journaux intimes reliés en cuir. C'était l'écriture de son père. Elle ouvrit le premier. Il commençait 5 ans après sa naissance, le jour où il avait appris qu'elle était en vie. Ils m'ont dit que ma Elelanena était morte. Aujourd'hui, j'ai appris que c'était un mensonge. Elle est quelque part, dehors. J'ai une fille et je n'aurai de repos tant que je ne l'aurai pas retrouvée. Eleanor lut pendant des heures, les larmes brouillant les pages. Elle lut ses espoirs pour elle, ses craintes. Il lui écrivait comme si elle était là avec lui. Il détaillait ses décisions commerciales, non pas en termes de profits et de pertes, mais en termes du monde qu'il voulait construire pour elle, un monde dont il espérait qu'elle hériterait un jour et qu'elle rendrait meilleur. Il écrivait sur sa philosophie selon laquelle la véritable force ne résidait pas dans l'agressivité ou l'ambition, mais dans l'intégrité, l'empathie et la résilience. L'argent est un outil, Eleanor, disait l'une des entrées. Il peut construire ou détruire. Il révèle le caractère. Il ne le crée pas. J'ai vu ce que la cupidité fait aux hommes. Ils deviennent vides. Je prie pour que tu ne perdes jamais ton cœur, car c'est un trésor bien plus grand que tout ce que je pourrais jamais te laisser. À travers ces mots, elle a enfin rencontré son père. Il n'était pas seulement un milliardaire. C'était un homme d'une grande profondeur, d'une grande intelligence et d'un grand amour. Et dans ses descriptions de la fille qu'il espérait trouver, elle a commencé à se voir. Il ne cherchait pas une PDG. Il cherchait une personne de substance. Il avait confiance que la petite fille perdue dans le monde deviendrait une femme intègre. Pendant ce temps, Marcus mettait sa menace à exécution. Alimenté par un mélange toxique d'orgueil blessé et de déni total, il a officiellement rejeté l'offre de règlement. Son avocat, M. Harrison, visiblement très mal à l'aise, a déposé une requête pour contester la validité de la fiducie EIV, affirmant qu'Eleanor avait commis une fraude matrimoniale en ne divulguant pas cet actif. C'était un argument juridique ridicule voué à l'échec, mais son but n'était pas de gagner devant les tribunaux. Son but était de harceler, de retarder et de traîner le nom d'Eleanor dans la boue. Marcus a donné une série d'interviews désastreuses à la presse à scandale, dépeignant Eleanor comme une manipulatrice intrigante. Elle jouait le long jeu. Il prétendait être sincère, mais son visage n'était qu'un masque. Elle faisait semblant d'être simple, de se contenter de rien, alors qu'elle était assise sur une fortune secrète. Tout notre mariage était un mensonge. Le public, initialement sympathique à la Cendrillon milliardaire, a commencé à vaciller. Le récit que Marcus tissait était insidieux et, pour certains, crédible. Quelqu'un pouvait-il vraiment ignorer une telle fortune? Eleanor regarda l'une des interviews sur une tablette dans sa suite, le visage impassible. Il y a quelques jours, ses paroles l'auraient bouleversée. Aujourd'hui, elles lui semblaient être des cailloux jetés contre les murs d'une forteresse. Elle avait passé 12 ans à se définir par lui. Elle en avait fini. Elle décrocha le téléphone et appela Julian Croft. « Julian, dit-elle d'une voix claire et posée, je suis prête. Organisez une réunion du conseil d'administration demain matin au siège social. Il est temps que je me présente. » Elle n'était plus seulement une figure de proue. En lisant les journaux intimes de son père, elle avait trouvé sa raison d'être. Elle n'allait pas briser son héritage. Elle allait l'honorer. La couronne était lourde, mais son père avait cru qu'elle était assez forte pour la porter. Il était temps qu'elle commence à le croire aussi. Et sa première tâche serait de s'occuper du fantôme de son passé, Marcus Thorne. Le siège social de Finch Global était une tour élégante et imposante de verre et d'acier qui perçait l'horizon de la ville. C'était un monument au pouvoir, un lieu où se prenaient des décisions susceptibles de changer le cours de nations entières. Alors qu'Eleanor sortait de la berline blindée, flanquée de son équipe de sécurité, elle sentit un frisson d'insécurité l'envahir.
Mais elle redressa les épaules, se souvenant des paroles de son père. Ne leur montre jamais que tu doutes de toi-même, même si c'est le cas. Elle ne portait pas les robes de couture auxquelles s'attendaient les médias, mais une simple robe de travail gris foncé, élégante. C'était une déclaration. Elle n'était ni une mondaine ni une célébrité. Elle était là pour travailler. La salle du conseil se trouvait au dernier étage, un espace caverneux avec une table pouvant accueillir 40 personnes. L'ensemble du conseil d'administration était réuni, un rassemblement des esprits les plus brillants et les plus impitoyables du monde des affaires. Il la regardait avec une intensité féroce alors qu'elle entrait, Julian Croft à ses côtés. Il l'évaluait, la jugeait, se demandant si l'empire qu'Alistair Finch avait bâti était désormais entre les mains d'un amateur faible et d'incompétent. Eleanor se dirigea vers le bout de la table, vers la chaise qui avait été celle de son père. Elle ne s'assit pas, elle resta debout, les mains posées légèrement sur le dossier de la chaise, et regarda chaque membre du conseil dans les yeux. « Bonjour », commença-t-elle d'une voix calme et posée, légèrement amplifiée par l'acoustique cachée de la pièce. « Je m'appelle Elalana Finch. Je sais que beaucoup d'entre vous ont des questions. Vous avez consacré votre carrière à cette entreprise, à mon père. Vous vous interrogez sur l'avenir, sur moi. » Elle fit une pause, laissant le silence s'installer. « Je n'ai pas demandé cela. Je ne m'y attendais pas. Je ne suis pas mon père. Je n'ai pas son expérience ni son génie singulier. Je ne prétendrai pas le contraire. Au cours des 12 dernières années, j'ai été épouse, femme au foyer et assistante bibliothécaire. Ma vie était modeste et j'en étais, pour l'essentiel, satisfaite. Quelques membres du conseil d'administration échangèrent des regards inquiets. Ce n'était pas le discours confiant et visionnaire qu'ils espéraient. Mais au cours de la semaine dernière, poursuivit Eleanor d'une voix nouvelle, plus ferme, j'ai lu les journaux intimes de mon père. J'ai appris à connaître l'homme. Il n'était pas seulement le titan de l'industrie que vous connaissiez. J'ai appris à connaître ses principes. Il a bâti cette entreprise non seulement pour accumuler des richesses, mais aussi pour innover, résoudre des problèmes et construire un monde meilleur. Il croyait dans l'intégrité. Il méprisait les tyrans et il était convaincu que moi, sa fille, je perpétuerais son héritage. Elle les regarda enfin, balayant la pièce du regard, et je ne le décevrai pas. Son ton changea, devenant vif et décisif. Ce qui m'amène à ma première décision officielle en tant que propriétaire de cette entreprise. Il s'agit d'une petite question d'ordre personnel, mais je pense qu'il est nécessaire de la régler avant d'aller plus loin. Elle fit signe à un assistant qui baissa les lumières et alluma un grand écran derrière elle. Une image du visage souriant de Marcus Thorne, tirée d'une de ses interviews dans un tabloïd, a rempli l'écran. « Voici Marcus Thorne », a déclaré Eleanor d'une voix dénuée d'émotion. « Mon ex-mari. Comme vous le savez peut-être, il a refusé un accord à l'amiable de 85 millions de dollars et a préféré se lancer dans une campagne de harcèlement public et de poursuites judiciaires sans fondement contre moi et, par extension, contre cette entreprise. » Elle appuya sur une télécommande. Une nouvelle diapositive apparut, détaillant Thor Innovations, sa part de marché, ses principaux clients, ses brevets. Thor Innovations est une société de conseil en technologie prospère, bien que modeste, déclara Eleanor. Cependant, leur principal contrat de serveur, qui représente 100% de leur capacité opérationnelle, est conclu avec une de nos filiales. De plus, leur plus gros client, le Sterling Reed Group, s'appuie sur un réseau logistique détenu et exploité par Finch Global Shipping. Et leur brevet le plus précieux a été développé à l'aide d'un algorithme fondamental dont M. Thorne ignorait qu'il avait été concédé sous licence par un incubateur de Finch Global Tech il y a 10 ans. Une licence qui doit être renouvelée le mois prochain. Les membres du conseil d'administration ont commencé à murmurer. Ils commençaient à comprendre que l'influence d'Alistair Finch était si vaste qu'il était presque impossible de faire des affaires dans n'importe quel secteur sans avoir, à un certain niveau, des relations commerciales avec lui. Marcus, dans son arrogance, n'avait aucune idée que les fondements mêmes de son entreprise étaient soutenus par l'empire de la femme qu'il essayait de détruire. M. Thorne pense qu'il est un exemple de réussite indépendante, Eleanor dit d'une voix glaciale. Il se trompe. Il est locataire d'une maison qu'il croit posséder. Et moi, dit-elle en marquant une pause pour laisser ses mots résonner, je suis la propriétaire. Elle éteignit l'écran.
Julian, veuillez informer notre équipe juridique de ce qui suit. À compter de maintenant, nous résilions le contrat de serveur avec Thor Innovations pour violation d'une clause éthique nouvellement invoquée. Ensuite, informez le groupe Sterling Reed qu'en raison d'un remaniement stratégique, leurs coûts de logistique via notre réseau augmenteront de 300%, à moins qu'ils ne choisissent de s'associer à l'un de nos consultants technologiques préférés. Enfin, informez Thorn Innovations que leur licence d'algorithme ne sera pas renouvelée. Julian Croft acquiesça simplement, une lueur de profond respect dans les yeux. Le conseil d'administration était silencieux, stupéfait. En 3 phrases, Hélène Lanena n'avait pas seulement attaqué la société de Marcus. Elle l'avait démantelée de manière chirurgicale et impitoyable. Elle le ferait faillite dans les 6 mois. Quant au divorce, elle poursuivit. Nous retirons l'offre de 420 millions de dollars. Ma demande initiale reste valable. J'ai droit à 50% de sa société. Je vais prendre mes actions d'une valeur de 45 millions de dollars. Lorsque l'entreprise s'effondrera, ces actions n'auront plus aucune valeur. Aucune valeur, mais j'aurais fait de valoir mon point de vue. Elle regarda à nouveau autour d'elle dans la salle du conseil. Le scepticisme avait disparu, remplacé par un mélange de choc, de crainte et peut-être d'un peu de peur. Ils s'attendaient à une bibliothécaire. Ils avaient eu droit à un oiseau de proie. Mon père méprisait les tyrans. Elle répéta sa phrase d'une voix désormais douce, mais qui portait un poids immense. Il m'a appris à travers ses paroles que le pouvoir ne doit pas être utilisé pour assouvir une vengeance personnelle, mais qu'il doit servir à protéger ce qui vous appartient et à mettre fin de manière décisive aux menaces. Monsieur Thorne est une menace. Aujourd'hui, cette menace a été éliminée. Maintenant, dit-elle en prenant enfin place à la tête de la table, parlons de l'avenir de la division des énergies renouvelables de Finch Global. Elle était l'architecte de ses propres conséquences, et non plus leur victime. Elle ne portait pas seulement la couronne, elle brandissait le sceptre. Et le monde était sur le point de voir ce dont Lanena Finch était vraiment capable. La nouvelle de l'effondrement imminent de Thorn Innovation frappa le monde financier comme un raz de marée. Cela se produisit à une vitesse vertigineuse. La résiliation du contrat de serveur fut annoncée. Ce fut d'abord un coup dévastateur qui plongea les autres clients de Marcus dans la panique. Puis vint la nouvelle de la hausse des prix de la logistique qui poussa son plus gros client, Sterling Reed, à rompre publiquement son contrat en quelques heures. Le coup de grâce fut le non-renouvellement de la licence de l'algorithme, rendant le produit phare de son entreprise obsolète. Marcus était apoplectique, il était ruiné. Son entreprise de 90 millions de dollars, source de toute sa fierté et de son identité, avait été réduite en cendres en moins de 24 heures. Il a tenté de riposter, criant aux médias qu'il s'agissait d'un sabotage d'entreprise et de pratiques déloyales, mais personne ne l'écoutait. Il s'était attaqué à Finch Global, et le résultat était aussi prévisible que le lever du soleil à l'est. Il avait été une mouche s'attaquant à un géant, et le géant avait fini par riposter. Sa fiancée, Isabella, a vu le coup venir. La vie glamour que Marcus lui avait promise s'était évaporée. À la fin de la semaine, elle était partie, laissant derrière elle un bref mot et une bague de fiançailles coûteuse sur le comptoir en marbre de son penthouse, désormais lourdement hypothéqué. Monsieur Harrison, dont la réputation était en lambeaux pour avoir conseillé à Marcus une ligne de conduite aussi suicidaire, s'est officiellement retiré de l'affaire. Marcus se retrouva avec un avocat de second ordre qui lui conseilla d'accepter tout ce qu'il pouvait obtenir. La dernière audience contrastait fortement avec la première. La salle n'était pas remplie de spectateurs blasés, mais de journalistes financiers sérieux. Eleanor arriva discrètement, accompagnée de Julian Croft. Elle portait une simple robe couleur crème et semblait sereine et calme. Marcus était déjà là, amaigri et hagard, loin de ce qu'il était autrefois. Son costume sur mesure était froissé, son visage mal rasé et ses yeux remplis d'une haine creuse et vaincue. Il fixait Lanena, mais il n'y avait plus aucune flamme en lui, seulement les braises froides de sa propre arrogance. La procédure fut brève. Le nouvel avocat de Marcus accepta docilement la demande initiale Lanena, à savoir 50% des actifs de Thorn Innovations. Le juge, faisant désormais preuve d'une déférence presque comique envers Lanena, approuva rapidement l'accord. Un analyste financier présenta l'évaluation actuelle de la société. Après l'annulation des contrats et la perte de la propriété intellectuelle, la société croulait sous les dettes. Sa valeur nette était négative de 3 millions de dollars.
La part de 50% d'Eleanor représentait une dette de 1,5 million de dollars. Son avocat, un associé senior de l'équipe juridique de Finch Global, se leva cette fois-ci. Votre honneur, ma cliente, Belle Finch, dans un élan de bonne foi et dans le désir de tourner la page, a décidé de gracieusement pardonner la moitié de la dette de M. Thorne. Ce fut le coup final, le plus silencieux et le plus dévastateur. Elle ne se contentait pas de lui prendre son entreprise. Elle l'absolvait de sa dette et de son acte de charité, soulignant ainsi le fossé infini qui les séparait désormais. Ce n'était pas un acte de gentillesse, mais un dernier geste méprisant de pouvoir. Elle le rayait de sa vie, non seulement en tant que mari, mais aussi en tant que poste du bilan. Après le coup de marteau, Eleanor se leva et quitta la salle d'audience sans se retourner. Marcus resta assis, brisé, ne lui restait plus que l'humiliation publique qu'il s'était lui-même infligée. Eleanor ne retourna pas à la suite penthouse de l'hôtel. Au lieu de cela, elle demanda à son chauffeur de la conduire dans un endroit qu'elle n'avait pas visité depuis des années, la petite bibliothèque publique délabrée où elle travaillait autrefois. Elle parcourut les allées familières, l'odeur des vieux livres étant un baume réconfortant. Elle passa ses doigts sur les dos usés des livres, se souvenant de la paix tranquille qu'elle avait trouvée dans cet endroit, un refuge contre son mariage malheureux. Elle réalisa alors que son ancienne vie n'était pas une faiblesse. Sa nature calme, son amour des livres, sa capacité à endurer tout cela n'étaient pas des défauts dont on pouvait se moquer. Ils étaient la source de sa force. C'était dans ces moments de calme que son caractère s'était forgé, le caractère auquel son père avait fait confiance. Marcus, avec tout son bruit et ses fanfaronnades, était le plus faible. Sa force venait de l'argent et du statut social. La sienne était innée. Debout parmi les histoires des siècles passés, Eleanor Finch, Léa et Sacrète, comprit enfin. Elle n'avait pas hérité d'une fortune. Elle avait hérité d'une responsabilité. Sa victoire ne consistait pas à écraser Marcus ou à disposer des milliards de dollars qui étaient désormais à sa disposition. Sa victoire consistait à prendre conscience tranquillement de sa propre valeur. Une valeur qui avait toujours été là, cachée à la vue de tous, attendant qu'elle la revendique enfin. Sa nouvelle vie n'était pas une question d'argent ou de pouvoir. Il s'agissait d'honorer un père qu'elle n'avait jamais connu en devenant la femme qu'il avait toujours cru qu'elle était. Le parcours d'Eleanor, qui est passé du statut de souffre-douleur dans les tribunaux à celui de puissance mondiale, nous rappelle avec force que la véritable force ne s'exprime pas toujours bruyamment. Elle se trouve souvent dans la dignité tranquille de ceux qui sont sous-estimés, dans la résilience d'un esprit qui refuse de se laisser briser. Marcus Thorne considérait sa femme comme un accessoire de son succès, facile à écarter et à remplacer. Il n'a jamais pris la peine de regarder plus loin pour voir l'intégrité et la force de caractère qui se cachaient sous son apparence tranquille. Au final, ce n'est pas son argent qui l'a vaincu, c'est son caractère, cette qualité qui lui faisait défaut. Son histoire témoigne du fait que notre passé ne détermine pas notre avenir et que parfois, les changements les plus profonds dans la vie ne viennent pas de ce que nous recherchons, mais de ce que nous sommes vraiment. Que pensez-vous de la décision finale de l'Eleanor? Était-ce justice ou miséricorde? Faites-nous part de votre avis dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez aimé cette histoire de justice karmique et de force cachée, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime », à partager cette vidéo avec un ami et à vous abonner pour découvrir d'autres drames incroyables tirés de la vie réelle.